Bonsoir à tous et toutes. Nous allons aborder aujourd'hui la dimension juridique de la domination structurelle. Vous vous souvenez, nous avons parlé de la domination structurelle la semaine dernière. Le cours précédent a soutenu que le capitalisme menace la liberté par la domination structurelle, c'est-à-dire une forme de domination irréductible à l'interaction entre agents individuels qui produit de l'aliénation chez les dominés comme chez les dominateurs, et le fait qu'on peut la saisir correctement à travers le seul prisme de la défaillance morale individuelle. Nous avons parlé de ça aussi. Et rappelons les exemples de la dernière fois. Dans le roman de Théodore Fontane et Fibriste, Innstetten, son mari, décide de ne pas pardonner sa femme par égard pour ce qu'il appelle quelque chose de social, qu'il sent peser sur ses décisions. De même, dans mon autre exemple, si vous vous souvenez de la semaine dernière, le dîner en Albanie, l'oligarque décide de ne pas payer ses travailleurs par crainte des implications structurelles de son rôle social. La structure domine en générant des rôles et des positions sociales dont les exigences normatives détruisent l'exercice de ce que j'ai appelé la liberté d'agir, la liberté de décision aussi, tout en semblant refléter la liberté de choix. La structure, comme nous l'avons souligné, domine même ce que nous considérons habituellement comme dominateur. Le capital ne domine pas seulement parce que les capitalistes choisissent d'exercer un pouvoir discrétionnaire sur les travailleurs, il domine parce que le système des règles qui gouvernent la production, la distribution et la consommation des biens matériels alloue des positions sociales qui reproduisent la domination, que l'on se trouve être capitaliste ou travailleur. Le capitaliste, en tant qu'individu, n'est pas plus pertinent pour l'analyse morale de la domination structurelle que l'agence bancaire au coin de la rue. Tous deux sont des composantes d'une structure perpétuée par l'allocation reproductive des rôles sociaux et non pas par les intentions des personnes qui l'occupent. Cette analyse pose une question vers laquelle nous devons nous tourner ce soir. Si la domination structurelle est un tort primaire, irréductible à l'interaction des agents individuels au sein de la structure, alors elle ne peut être résolue en modifiant simplement le comportement des acteurs. Elle exige un changement fondamental dans le corps des normes juridiques, nationales et internationales, par lesquelles la domination structurelle opère. Elle exige aussi une transformation des règles informelles et des cultures sociales qui la soutiennent. Alors c'est là, comme nous l'avons dit la fois dernière, que le projet de dépassement de la domination structurelle devient un projet collectif qui doit être compris en termes de classe. Par classe sociale, j'entends un rôle structurel assigné par l'organisation de la production et le cadre juridique qui la constitue, et partagé par tous ceux qui occupent la même position par rapport aux conditions dans lesquelles la vie sociale se reproduit, qui est aussi, pour cette raison, un rôle défini par sa relation aux conditions dans lesquelles la liberté d'agir peut être développée, exercée et revendiquée. Alors vous voyez là, la classe n'est ni une catégorie purement économique, ni une catégorie purement juridique. Elle est la forme historiquement spécifique que prend la tension entre les exigences universelles de la liberté et les arrangements sociaux, juridiques et économiques particuliers qui les entravent dans les rapports de production déterminés. Mais quel est exactement le rapport entre classe sociale, normes juridiques, conditions économiques et changements politiques? Et que signifie pour une politique de socialisme moral s'engager avec le capitalisme en tant que structure? Comment penser le lien entre droit, politique et pouvoir dans l'application des normes structurelles? Ce sont les questions que je vais aborder ce soir.
Mais avant de répondre à ces questions, permettez-moi de résumer brièvement mon exposé jusqu'ici. Parce que depuis le début, nous avons progressé à travers 3 niveaux. Le premier était un niveau épistémologique. Les 3 maximes. Penser par soi-même, penser du point de vue de tout autre, penser de manière cohérente, comprises comme les conditions de l'émergence de ce que Kant appelle la minorité auto-infligée, donc la condition de lumière. Minorité qui ne désigne pas un échec personnel, mais la condition structurelle dans laquelle les arrangements socio-économiques entravent systématiquement l'exercice du jugement indépendant, la reconnaissance d'autrui et la cohérence entre pensée et action. Deuxième niveau était moral. Les 3 formules de l'impératif catégorique, la loi universelle, la formule de l'humanité, l'idée du royaume des fins, comme application des maximes des Lumières au domaine de la décision morale, spécifiant en quoi consiste la liberté d'agir du point de vue moral. La distinction entre liberté de choisir et liberté d'agir est ici essentielle. La liberté de choisir, la capacité de sélectionner entre des options disponibles, peut être compatible avec la domination structurelle, avec le déni de la valeur inconditionnelle de l'humanité et avec l'exclusion du cadre normatif partagé qui requiert la véritable autolégislation. C'est la liberté de choix, mais la liberté d'agir n'est pas compatible. Le troisième niveau, et on va y retourner ce soir, était juridique. Les 3 principes du droit, liberté, égalité, indépendance, comme application institutionnelle du cadre moral au domaine des relations extérieures, des relations politiques. Tout exercice de la liberté implique une relation à la liberté d'autrui, une relation d'interférence, mais aussi de conditionnement mutuel. Et les conditions dans lesquelles ces interférences peuvent être régulées et rendues cohérentes exigent des institutions partagées et le recours au pouvoir coercitif. Alors c'est là le lien entre le droit et l'État. Donc la liberté désigne l'exigence que l'ordre juridique et politique soit organisé autour de la protection et de l'expansion de la capacité d'autodétermination morale de chaque membre. L'égalité désigne l'exigence que tous se trouvent dans le même rapport à cet ordre, parce que la valeur inconditionnelle sur laquelle il repose appartient également à tous. Et l'indépendance désigne l'exigence que l'appartenance au cadre partagé soit véritablement autolégislative, c'est-à-dire que chacun soit l'auteur des principes sous lesquels il vit et non simplement leur sujet. Le niveau juridique est celui où la question de savoir si la liberté d'agir est structurellement possible ou structurellement impossible, entravée, devient pour la première fois une question institutionnelle et donc pleinement politique. Dans ce cadre, l'analyse de l'échec structurel du capitalisme va au-delà du domaine de ce que la morale exige. Elle pénètre dans la critique des relations juridiques, y compris le rôle de la politique pour la transformation sociale. C'est un échec mesuré à l'aune des standards normatifs impliqués dans le triple mouvement de l'épistémologie vers la philosophie morale, de la philosophie morale vers la théorie du droit et retour. Dans cette optique, les lois ne reflètent pas simplement la structure de la domination de l'extérieur, comme une superstructure flottant au-dessus de la base économique. Elles sont constitutives de cette structure. Considérons le rapport salarial capitaliste, comme l'a montré l'analyse de Marx sur la lutte pour la réduction de la journée de travail, la domination structurelle prend une forme juridique. Les travailleurs sont empêchés par les règles juridiques existantes de négocier leur heure de travail. Et le remède à cela exige l'adoption de lois
qui empêchent les travailleurs de vendre leur travail dans des conditions qui violent leur liberté d'agir. Les règles juridiques permettent donc l'application des conditions de reproduction de la domination capitaliste et ne sont pas simplement un ajout normatif à une relation matérielle préexistante. Je veux retourner maintenant aux sources et du contenu du droit. La politique de la transformation structurelle est, au moins en partie, une politique de droit. Mais pour comprendre la distinction entre règles juridiques et domination structurelle, il nous faut une analyse plus précise de ce que c'est le droit et la manière dont il reflète des relations matérielles correspondant aux différentes étapes du développement historique. Et c'est une des questions les plus contestées dans la tradition socialiste. La position orthodoxe, issue d'une lecture de la métaphore base-superstructure dans la préface de Marx à la critique de l'économie politique, soutient que les institutions juridiques et politiques sont déterminées par les rapports de production qui constituent la base économique de la société. Et dans cette optique, les formes juridiques changent lorsque les modes de production changent. Et l'autonomie du droit, c'est-à-dire la capacité à réguler les relations économiques selon ses propres principes, n'est au mieux qu'une apparence de surface dissimulant des relations matérielles plus profondes. Cette conception engendre ce qu'on appelle souvent la théorie instrumentale de l'État. L'État, selon cette théorie, est un simple outil aux mains de l'élite dirigeante, ou, selon la formule mémorable du manifeste du Parti communiste, le comité d'affaires de la bourgeoisie. Cette conception a suscité de nombreuses objections. Beaucoup d'auteurs socialistes ont souligné que la théorie instrumentaliste, cette théorie-là de l'État, réduit la politique du socialisme à une opposition grossière entre capitalistes et travailleurs. Elle ne tient pas compte du rôle de la bureaucratie, des élites foncières, des intermédiaires financiers, des institutions religieuses et éducatives, de l'environnement international et géopolitique, autant d'éléments qui confèrent au domaine politique une certaine autonomie par rapport au domaine économique. Alors, c'est l'autonomie relative de la politique, et dans cet exposé, je vais attirer votre attention sur une distinction importante qui permet d'expliquer et de défendre l'autonomie relative du politique. Qu'est-ce qu'il consiste, ainsi que ses implications dans la façon de penser le changement dans une structure capitaliste. La différence entre le caractère normatif du droit et la fonction sociale du droit. C'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi il y a une relative autonomie du domaine politique vis-à-vis le domaine économique. Mon argument est que cette distinction entre la différence entre le caractère normatif du droit et la fonction sociale du droit nous permet de donner une théorie plus complexe, plus nuancée du rapport entre droit et économie, qui préserve une partie du pouvoir explicatif de la théorie matérialiste historique, tout en reconnaissant le rôle des institutions juridiques et politiques dans la réplication de la domination structurelle. Et pour expliquer cette différence, il faut séparer deux questions. Premièrement, pour expliquer cette différence entre le caractère normatif du droit et la fonction sociale du droit, il faut retourner à deux questions et séparer ces deux questions. Première question, le fondement des normes juridiques. Et deuxième question, leur application contingente à la société au cours du développement historique. Alors la première question, fondement du droit, cette question est d'où vient l'autorité du droit? Qu'est-ce qui donne aux normes juridiques leur pouvoir de contrainte? Et comment cette force s'étend-elle à tous ceux qui sont soumis au pouvoir coercitif des institutions politiques, qu'ils y consentent individuellement ou non, ou qu'ils connaissent ou non les normes qui les gouvernent? C'est ce qui explique pourquoi l'État a le pouvoir
de déclarer, par exemple, l'état d'émergence et pas d'autres acteurs dans la société. Alors, les théories du droit répondent de façon différente à ce problème. Les positivistes juridiques nous disent, ils situent la source de l'autorité du droit dans l'évolution des normes sociales et des procédures institutionnelles. Le droit est contraignant, selon cette théorie, parce qu'il a été produit par des procédures reconnues, par des autorités reconnues, et sa validité, la validité du droit, est indépendante de son contenu moral. C'est la position positiviste. Les non-positivistes font valoir que des normes produites par des processus historiques correspondants auraient pu être autrement, et qu'une analyse purement procédurale de la validité juridique ne peut expliquer pourquoi la conformité est moralement requise plutôt que simplement souhaitable par des normes de prudence. Qu'on obéit la loi parce qu'on est prudent. Et la théorie de droit que je veux développer ici, dans cet exposé, prend un chemin différent. Les principes du droit ne sont, selon mon avis, ni des produits sociaux contingents dont l'autorité dérive des procédures qui les ont générés, ni une loi morale supérieure dominant les institutions positives comme standard externe de jugement. Il y a une relation dialectique. Ils sont l'expression externe de la moralité. C'est le passage de la moralité à la théorie du droit, l'articulation institutionnelle de ce qu'exige la liberté relationnelle entre les sujets lorsque les êtres humains agissent dans un monde partagé. Alors, l'autorité juridique ne dérive pas de la seule procédure, ni d'un ordre moral indépendant de l'action humaine, mais de l'application de la raison pratique, en retour au triple mouvement, aux relations extérieures, c'est-à-dire c'est la même source que les maximes des Lumières et le cadre moral qu'elles fondent. Alors, pour résumer l'argument que je vous ai présenté dans le cours précédent, ce que la raison exige des agents particuliers d'un point de vue épistémique et moral, elle l'exige aussi de l'ordre institutionnel partagé dans lequel ces agents agissent. Cet ordre doit être structuré de manière à rendre possible la véritable autodétermination, traiter chaque personne comme porteuse de valeurs inconditionnelles et comme l'expression de leur propre autolégislation plutôt que l'imposition d'un agent étranger. Alors, les principes du droit sont l'articulation externe de ces exigences, la forme que prend la raison lorsqu'elle passe de la constitution interne de l'agence morale aux conditions institutionnelles externes dans un monde partagé. Ça, c'était la question du fondement du droit. Alors, on retourne maintenant à la seconde question que je vous ai anticipée. Le second aspect du droit, au-delà de sa source, contient le contenu du droit. Une fois que l'autorité juridique est établie, quelles règles génèrent-elles et comment ces règles orientent-elles le comportement humain? Et la jurisprudence traditionnelle distingue traditionnellement le droit privé, régissant les relations entre particuliers, notamment des relations en manière de contrat, de propriété, de responsabilité délictuelle, et le droit public, c'est-à-dire la structure de l'autorité politique et son rapport aux individus. Cependant, comme j'ai essayé d'expliquer dans les cours précédents, la théorie du droit ne peut s'arrêter aux frontières de l'État. Les mêmes exigences normatives qui génèrent le droit privé et le droit public, c'est-à-dire les conditions institutionnelles de la liberté justifiable à tous ceux qui sont soumis en tant que personnes libres et égales, s'étendent aussi aux relations entre les États et au cadre mondial dans lequel les personnes et les États sont englobés. Alors là, on voit le droit international et le droit cosmopolitique, qui ne sont pas simplement des suppléments optionnels à la théorie du droit, mais en sont constitutifs. Et la justification pleine et définitive de la propriété, par exemple, de l'autorité politique et de l'ordre juridique dans son ensemble,
dépend d'un cadre de relations universel qu'aucun système juridique national peut fournir. Le contenu du droit est donc variable, historiquement contingent, c'est la seconde question, aux trois niveaux, droit privé, droit public et droit international. Et c'est cette variabilité que le modèle base superstructure tente d'expliquer, mais qu'il explique, comme nous allons le voir dans un instant, de manière insatisfaisante. Alors retournons à la question de l'autonomie relative du politique. La conception matérialiste historique standard soutiennent que les changements dans la base économique produisent des changements correspondants dans la superstructure juridique. Lorsqu'un nouveau mode de production émerge, de nouvelles formes juridiques surgissent pour exprimer et réguler les nouveaux rapports de production. Et cette conception est initialement plausible. On peut penser au droit romain qui a développé le concept de propriété dans le contexte d'une économie d'esclavage, le droit féodal qui articulait les obligations hiérarchiques entre seigneurs et vassals, le droit capitaliste qui organise la concentration systématique des ressources productives sous contrôle privé et l'asymétrie structurelle qu'il génère entre ceux qui décident les conditions de production et ceux qui doivent y accéder selon des termes qu'ils ne fixent pas. Chaque forme juridique semble exprimer les relations économiques qui la sous-tendent. Mais attention, cette conception est aussi trop simple. Le problème n'est pas qu'elle a tort d'identifier une connexion entre forme juridique et structure économique, mais qu'elle offre une vision unidirectionnelle, réductrice, du sens dans lequel se passe cette connexion. Alors, le droit ne change pas simplement quand l'économie change. Si la forme des commandements juridiques persiste à travers les évolutions du mode de production, c'est la fonction sociale du droit qui change radicalement. Et l'analyse la plus éclairante de ce phénomène est offerte par le juriste autrichien marxiste Karl Renner. Renner, comme il nous explique que le concept de propriété, c'est-à-dire le droit de posséder, d'utiliser et d'aliéner une chose, est resté formellement stable malgré les immenses transformations de l'organisation économique. Le droit romain lui a donné une expression canonique. Les sociétés feudales médiévales l'ont utilisée pour structurer les relations entre les seigneurs et les vassaux. Les sociétés capitalistes l'utilisent, toujours le même concept, pour organiser la concentration systématique de ressources productives sous contrôle privé. La norme juridique, c'est-à-dire le droit abstrait de la propriété, reste formellement le même. On parle toujours de droit de propriété. Ce qui change complètement, c'est la fonction sociale. Les finalités économiques que le droit de propriété sert, les relations de classe qu'elle exprime, les formes de domination qu'elle permet et légitime. Alors, ce phénomène, le changement de fonction sans changement de norme, comme le souligne Renner, montre les limites d'une conception matérialiste simple. Le droit possède, sinon une indépendance relative, du moins un degré d'autonomie par rapport à l'économie, qui permet aux formes juridiques de suivre aux conditions économiques qui les ont originellement engendrées et d'être déployées au service de nouvelles relations économiques dont les circonstances historiques changent. En même temps, cette autonomie n'est jamais complète. La forme que prend l'organisation économique présuppose un cadre juridique de propriété privée et de relations contractuelles par lequel les structures économiques s'appuient. Ce cadre juridique ne détermine pas les relations économiques. Il ne les détermine pas, mais il constitue les conditions dans lesquelles elles peuvent exister sous la forme qu'elles prennent, dont elles peuvent exercer leur fonction sociale. Et c'est précisément cette dépendance mutuelle du droit et de la structure économique qui nous aide à comprendre ce à quoi ressemble la domination structurelle
sous le capitalisme. Les rôles structurels que génère l'organisation de la production, ceux qui possèdent les conditions de production et ceux qui doivent y accéder selon les termes des autres, ne sont pas des faits pré-juridiques que le droit enregistre ensuite. Ce sont des positions que le cadre juridique constitue et reproduit activement. C'est pourquoi les classes sociales sont définies par ces rôles et qu'elles ont un caractère simultanément économique et normatif. Et pourquoi les conditions politiques requises pour surmonter la domination structurelle ne sont pas des conditions simplement économiques, une redistribution des ressources productives, ni simplement juridiques, une réforme des droits de propriété, mais doivent aborder les deux dimensions simultanément et dans leur dépendance mutuelle. Alors, qu'en est-il de la possession, de la propriété et les fondements moraux des relations juridiques? La discussion précédente a traité le droit principalement comme un système de normes doté d'une autonomie relative par rapport aux relations économiques. Mais le droit formule aussi des prétentions normatives sur ce qui est dû aux personnes, sur les droits qu'elles détiennent, sur les obligations qu'elles ont. Et ces prétentions peuvent être évaluées à l'aune du standard normatif de la raison qui, comme on l'a vu, reflète les conditions extérieures de la liberté d'agir. L'institution de la propriété est le site critique de cette évaluation. Alors pensons à la forme que la propriété prend sous le capitalisme. Les règles qui établissent le droit et l'exclusion vis-à-vis des actifs productifs, la même forme juridique abstraite de la propriété privée qui a servi différentes fonctions économiques à travers différentes périodes historiques, acquiert sous le capitalisme une fonction sociale spécifique. Elle constitue les conditions dans lesquelles la séparation entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui doivent y accéder génère une contrainte structurelle dans la coercition personnelle, c'est-à-dire une domination sans seigneur. Le cadre juridique ne reflète pas simplement cet arrangement économique, il est la forme à travers laquelle il devient possible et à travers laquelle il est continuellement reproduit. Mais aussi inversement, l'arrangement économique ne détermine pas simplement le cadre juridique. Les mêmes règles de propriété pourraient en principe servir différentes fonctions économiques, comme le montre l'histoire de leur fonctionnement à travers les modes de production. C'est l'articulation spécifique de la forme juridique et de la relation économique sous le capitalisme, aucune des deux ne déterminant simplement l'autre, qui constitue la symétrie structurelle que forme l'analyse de la domination. Alors voilà le cœur de la critique normative de la domination structurelle sous le capitalisme. La question est de savoir si les institutions juridiques qui constituent ces arrangements peuvent être justifiées sur leurs propres termes normatifs, si le système de droit de propriété qui sous-tend, par exemple, la production capitaliste, satisfait aux conditions qui font de la propriété une institution favorisant la liberté, ou s'il vaut mieux la comprendre comme un pouvoir organisé revendiquant une forme juridique. Et là, le point de départ de mon analyse de la propriété que je vais vous proposer maintenant est une distinction que la théorie juridique, suivant la tradition juridique allemande, établit avec soin. C'est la distinction entre possession et propriété. La possession, en allemand c'est Besitz, est le fait empirique de détenir ou de contrôler quelque chose, la relation concrète d'un agent à un objet, indépendamment de son statut normatif. C'est la possession. La propriété, c'est autre chose. C'est la possession reconnue et protégée juridiquement. Le droit de détenir, d'utiliser et d'aliéner un objet dans des conditions spécifiées par un cadre juridique faisant autorité. On peut posséder quelque chose sans en être propriétaire au sens juridique. Une voleuse possède ce qu'elle a dérobé, mais
elle ne le possède pas au sens de droit. Donc il est la possession, mais pas la propriété. On possède quelque chose juridiquement seulement lorsqu'une autorité publique reconnaît les conditions dans lesquelles votre détention est légitime et opposable à celle d'autrui. Et cette différence est très importante parce qu'elle montre que l'institution juridique de la propriété n'enregistre simplement pas des faits naturels préexistants sur qui détient quoi. Elle établit une fonction normative, une détermination collective des conditions dans lesquelles certaines détentions sont justifiées. En ce sens, l'acceptabilité de tout système de relations de propriété est toujours contingente. Elle dépend de la possibilité de justifier à tous ceux qui y sont soumis les conditions normatives dans lesquelles les détentions sont autorisées. Alors, la théorie du droit, qui sous-tend l'analyse de la liberté extérieure que j'ai essayé de proposer tout au long de cet exposé, nous fournit un fondement philosophique qui nous relie aux maximes des Lumières par lesquelles nous avons commencé. Pour Kant aussi, la possession est la condition subjective de l'usage extérieur de la liberté. Je ne peux pas être un agent moralement libre dans le monde si je ne peux pas utiliser les objets extérieurs pour poursuivre mes objectifs. Et l'utilisation des objets extérieurs requiert le pouvoir de les détenir, au moins provisoirement. Alors, en ce sens, la capacité de possession est une condition de l'application de la morale elle-même. Mais la possession est toujours provisoire. Ma détention de quelque chose devient une propriété légitime, devient un droit que les autres sont obligés de respecter, seulement lorsqu'elle est reconnue par une autorité publique qui établit les conditions dans lesquelles toute personne peut détenir des choses extérieures de manière cohérente avec l'égale liberté de tous les autres. Vous voyez là le critère de la réciprocité, le critère de la liberté relationnelle dans le droit de propriété. Alors, le contraste avec d'autres façons de penser la propriété se connecte directement à la critique des relations de propriété capitaliste. Une façon connue de parler de l'État capitaliste libéral est qu'il est essentiellement une institution destinée à protéger la propriété, les droits de propriété. Et les droits de propriété sont à leur fois justifiés sur la base du rapport des individus à une chose. Alors, on peut dire les individus améliorent, ils travaillent, ils transfèrent de façon juste, et ainsi de suite. C'est ma relation aux choses qui détermine, qui me donne un droit de propriété. Mais cette analyse est fondamentalement fausse parce que l'acte d'appropriation de quelque chose à partir du commun, le soustraire d'une condition d'absence de propriété ou de propriété commune et le revendiquer comme sien, impose à tous les autres l'obligation de s'abstenir de cet objet. Or, cette obligation ne peut être justifiée par l'acte d'appropriation lui-même. En m'appropriant de quelque chose unilatéralement, j'impose une contrainte aux autres sans leur autorisation, traitant leur liberté comme quelque chose à remplacer par l'exercice de ma volonté. Les droits de propriété ne peuvent pas dépendre uniquement du rapport des personnes aux choses. On a dit ça aussi dans mon premier cours. Ils requièrent une justification collective, un cadre d'autorité publique qui établit les conditions dans lesquelles toute personne peut détenir les choses extérieures et que chacun pourrait en principe endosser comme condition du développement de la liberté relationnelle. Et ce n'est rien d'autre que la maxime des Lumières, penser par soi-même, penser à la place de tout autre, se mettre à la place de tout autre, toujours penser de façon cohérente, appliquée au domaine des objets extérieurs et de la liberté extérieure et des conditions dont la possession devient propriété. Alors, les implications politiques de cette analyse, elles sont plus radicales qu'elles ne semblent. Si la propriété privée n'est légitime que lorsqu'elle est publiquement reconnue et justifiée, et si cette justification doit pouvoir être endossée par tous ceux qui sont soumis en tant que personnes libres et égales,
alors la légitimité de tout système de relations de propriété est toujours contingente à sa compatibilité avec l'égale liberté de tous. Et c'est là que le lien avec l'analyse du capitalisme devient clair, ce qui nous permet de faire la différence entre le capitalisme et les autres modes d'organisation de la production n'est pas une caractéristique de définition unique. Les définitions en termes de rapport salarial, de production marchande ou de profit comme incitation centrale, elles captent toutes quelque chose de réel, mais elles laissent aussi une chose de côté. Ce qui sépare le capitalisme comme structure de domination, c'est plutôt la concentration systématique et autoreproductrice des ressources productives sous contrôle privé, une concentration qui génère une asymétrie structurelle entre ceux qui décident les conditions de production et ceux qui doivent y accéder selon des termes qu'ils n'ont pas fixés et ne peuvent pas effectivement contester. Et c'est ce qui produit la domination spécifiquement moderne, impersonnelle. C'est l'intuition dont on parlait dans le cours précédent, l'argent n'a pas de maître. C'est contrairement à la domination feudale, personnelle et transparente, c'était le nulle terre sans seigneur, la domination capitaliste est anonyme et opère à travers la logique impersonnelle du marché plutôt que par l'autorité nommée d'un seigneur ou d'un capitaliste, comme entendu comme sujet particulier. Le capitaliste et le travailleur sont tous deux, nous avons aussi expliqué, dominés par le capital, même si le capitaliste bénéficie de cette domination et que le travailleur ne en supporte tous les coups. Alors, loin d'être accidentale, cette asymétrie est structurelle et autoreproductrice. Les logiques de l'accumulation capitaliste répliquent continuellement la concentration des ressources productives qu'il engendre en faisant non simplement un trait contingent de la distribution actuelle de la richesse, mais une tendance structurelle de l'organisation économique capitaliste. Et un système organisé autour de la concentration systématique de la propriété et des ressources productives menace les conditions mêmes qui font de la propriété une institution légitime plutôt qu'un pouvoir organisé se réclamant en forme juridique. Alors, jusque-là, j'ai souligné l'importance de la catégorie de classe pour l'analyse des structures capitalistes. Les positions de classe sont les résultats des caractéristiques historiquement contingentes liées à la façon dont le droit s'acquitte de sa fonction sociale dans les différents systèmes de production. Mais cela soulève une question supplémentaire. Comme nous l'avons vu, le droit, dans sa fonction normative, suit une structure de volonté, tandis que le droit, dans sa fonction sociale, il suit une structure de relation de classe. Quelles sont les implications de ce dilemme pour la transformation politique? Alors, cette question, elle a engendré deux façons différentes de penser le changement politique dans le rapport entre l'exercice du pouvoir de l'État et les différentes classes sociales. Et ces deux positions sont un peu limitées en ce que la discussion sur le changement politique se restreint au domaine de l'État, sans penser au rôle joué par la mondialisation, mais je vais pour ce soir accepter cette contrainte pour l'instant et j'y reviendrai dans les cours dans une prochaine fois. Donc on va se concentrer sur le droit et l'État et les relations étatiques et après on va sortir de l'État et discuter les relations internationales. Alors, la première position de ce rapport entre État, droit, classe sociale et les manières de changement de structure, c'est ce que je vais appeler le volontarisme libéral. C'est le volontarisme libéral soutient que l'État est en tant que tel neutre par rapport à la classe sociale. C'est le droit comme fonction des volontés. L'État est une structure formellement autonome, un système de normes juridiques et d'institutions administratives qui médiatise les relations sociales sur la base des principes de représentation, renvoyant à la volonté des agents libres et égaux, indépendamment de leur position structurelle vis-à-vis au système de relations de propriété.
Et l'implication pour la politique socialiste est que la politique civique, les élections et tous les mécanismes habituels de représentation politique suffisent à exercer le pouvoir de l'État dans une direction socialiste. C'est le volontarisme. C'est la première position, c'est le volontarisme libéral, donc utiliser les structures de représentation en changeant la loi, les droits. La seconde position, c'est que je vais appeler l'instrumentalisme de classe orthodoxe, va dans la direction opposée. C'est la tradition de la révolution. Si l'État est structurellement biaisé en faveur du capital, il y a peu à espérer en dehors de la révolution sociale et politique. L'expérience des partis socialistes accédant au pouvoir dans un État capitaliste montre qu'ils réussissent rarement à transformer l'État. C'est plutôt l'État capitaliste qui transforme le mouvement en l'absorbant dans la logique institutionnelle du capital. Alors, je vais maintenant examiner ces deux positions, le libéralisme volontariste et l'instrumentalisme de classe. Alors, la force du volontarisme libéral vient de l'hypothèse plausible que les institutions politiques ne sont pas simplement des instruments fixes de la classe dominante. Elles sont réellement contestées. Et l'issue de cette contestation fait une réelle différence pour les lois et les politiques que nous adoptons. Les protections juridiques de la citoyenneté, par exemple, les libertés civiles, les droits constitutionnels, les garanties procédurales, sont de véritables conquêtes remportées par la lutte politique pour la démocratie, pour la démocratisation de l'État. Alors, une politique socialiste qui traite ces conquêtes comme de simples décorations superstructurelles à balayer dans le moment révolutionnaire se retrouvera à détruire les mécanismes même de légitimité politique dont elle a besoin. Comme l'a expliqué le juriste autrichien Hans Kelsen, la position selon laquelle l'État reflète simplement les intérêts de la classe dominante ne peut se maintenir que dans les moments de transition révolutionnaire. Alors, Kelsen nous donne l'exemple de la Révolution française. Avant la Révolution française, la bourgeoisie était une classe d'opposition, hostile à l'État comme instrument du pouvoir aristocratique et absolutiste. Or, une fois que la bourgeoisie est devenue classe gouvernante, elle a abandonné cette idéologie d'opposition et adopté l'État comme l'expression de son propre intérêt universel. La perspective a changé, non pas parce que la bourgeoisie a changé d'avis, mais parce que son rapport au pouvoir de l'État a changé. Le même phénomène, nous pouvons l'observer avec la trajectoire des sociodémocrates après par exemple en Autriche, comme le soulignait Kelsen, après la République sociale de 1919. Tant que la classe ouvrière était en une opposition sans pouvoir, la théorie marxiste de l'État, c'est-à-dire qu'il l'identifie comme instrument du pouvoir de la classe de la bourgeoisie, était une arme idéologique efficace, mais dès que la classe ouvrière est entrée au gouvernement, la théorie devient un obstacle. L'implication plus profonde de cet argument est que l'État n'est pas intrinsèquement l'instrument d'une classe particulière. Dans les termes du volontarisme libéral, c'est une structure formellement autonome que toute classe peut en principe occuper et diriger selon l'issue de la lutte politique. Mais le volontarisme libéral est peut-être un peu trop optimiste en concluant que l'État est donc simplement neutre. Les institutions politiques opèrent sous des pressions qui les biaisent structurellement vers les intérêts du capital. La dépendance de l'État à l'égard des investissements privés donne au capital un veto structurel sur les politiques qui ne nécessitent pas d'intervention publique directe pour être efficaces. La concentration du pouvoir informationnel, financier et médiatique dans les mains de ceux qui contrôlent les ressources productives façonne l'agenda politique d'une manière que les procédures démocratiques formelles n'arrivent pas toujours à corriger. Et la capacité structurelle du capital, mobile à quitter les juridictions qui imposent les demandes redistributives, elle crée elle aussi une contrainte permanente sur l'exercice de l'autorité politique démocratique, la fuite des capitales. Alors l'alternative est-elle
l'instrumentalisme de classe orthodoxe. La conclusion que l'État doit donc être renversé plutôt que dirigé, elle me semble également trop forte. Elle confond les pressions structurelles qui s'exercent sur un gouvernement progressif, même un gouvernement socialiste, avec l'impossibilité d'un changement cumulatif pouvant conduire à une révolution sociale à partir d'une série de réformes à condition qu'elles soient maintenues de façon cohérente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le caractère de classe de l'État reflète un équilibre. C'est un équilibre contesté et instable de force entre classes à un moment donné, mais cet équilibre est lui-même façonné par le processus économique, l'organisation politique et le degré auquel ceux qui supportent les coûts des arrangements existants peuvent faire valoir leurs revendications politiques. Donc l'État n'est pas un vase vide qui exprime de façon neutre quiconque le gouverne, mais il n'est pas non plus un instrument fixe de domination de classe imperméable aux effets de la lutte politique. La position la plus adéquate, il me semble, est dynamique. L'État est un terrain sur lequel la lutte sur les conditions de la domination structurelle se dispute, et ce caractère, à un moment donné, reflète l'issue de cette lutte. Cette position, c'est celle que je souhaite défendre, a été développée au sein de la tradition socialiste sous le nom d'autonomie relative de l'État. L'État n'est pas le simple instrument d'une classe particulière, comme le soutient la thèse instrumentale, ni une vase neutre, comme le soutient le libéralisme formel, mais une structure dans laquelle le caractère de classe est réel, véritable, mais déterminé par l'équilibre des forces entre les classes dont il médiatise les conflits. Alors, la tendance générale des États capitalistes à servir les intérêts du capital est une tendance réelle, mais c'est une tendance, ce n'est pas une loi. Elle peut être contrée partiellement et temporairement lorsque l'équilibre des forces se déplace de façon à créer des ouvertures politiques pour la transformation structurelle, pour le changement aussi de la fonction sociale du droit. Le concept clé ici est celui d'équilibre de classe, introduit aussi par un autre marxiste autrichien, Otto Bauer, un concept dont la généalogie est bien plus ancienne, remontant par exemple au discours sur tite-livre de Machiavel et à l'idée d'inscrire dans l'ordre politique la structure antagonique entre le peuple et les grands. C'est aussi une façon de penser l'équilibre de la politique comme équilibre de différentes classes sociales. Machiavel l'appelait le popolo et le grande. Alors, au niveau méthodologique, Bauer explique que la thèse instrumentaliste orthodoxe n'est pas une affirmation empirique vraie de tout état à tout moment. C'est une généralisation scientifique. C'est-à-dire c'est une approximation qui identifie la tendance générale des États capitalistes. Ce n'est pas une description factuelle d'un État particulier à un moment historique particulier. Toute science, il nous explique aussi, fonctionne ainsi. Elle généralise et simplifie, identifiant des régularités et des tendances plutôt que des correspondances parfaites entre théorie et fait. Le meilleur exemple de moment d'équilibre de classe dans le mouvement social-démocrate du XXe siècle est précisément la capacité à contraindre le pouvoir du capital. Et Bauer aussi, il a établi un parallèle explicite avec la monarchie absolue de l'Europe moderne que Marx analyse comme forme d'État qui surgit à un moment d'équilibre entre l'aristocratie feudale déclinante et la bourgeoisie montante, un État qui était, selon les termes de Marx, l'état de personne, parce que l'équilibre de force de classe signifiait qu'aucune classe ne pouvait imposer sa volonté inconditionnellement. Alors, de tels moments d'équilibre sont différents du gouvernement capitaliste normal. Ils ne constituent pas la réalisation complète de la transformation structurelle socialiste. Les conditions structurelles de la domination restent en place. Cependant, ils créent des conditions dans lesquelles les mouvements politiques organisés peuvent utiliser les instruments du droit juridique que l'État nous offre pour faire avancer des changements dans la fonction sociale du droit par lesquels empêcher
à la domination de se reproduire. Donc, politique du logement, ça c'est les politiques social-démocrates du XXe siècle, les politiques du logement, législation du travail, réforme de l'éducation, extension de la protection sociale, régulation des conditions de travail, tout cela représente des véritables avancées dans les conditions dans lesquelles la liberté d'agir peut s'exercer, même au sein d'une structure qui génère continuellement des pressions pour les inverser. Donc, ces avancées ne résolvent pas les symétries sous-jacentes, mais elles en déplacent les poids. Et ce faisant, elles modifient les circonstances dans lesquelles une action politique ultérieure devient possible. La pertinence contemporaine de cette analyse, elle est évidente. La crise de la démocratie libérale, la tension entre le capital transnational et les institutions politiques délimitées au niveau national, la montée du populisme autoritaire, le déplacement systématique des griffes de classe vers le vocabulaire de l'identité culturelle et de l'exclusion nationale, est une crise générée par le déplacement de l'équilibre de force de classe. Donc, les conditions structurelles qui ont soutenu le compromis social-démocrate après la Deuxième Guerre mondiale ont été érodées par la mondialisation du capital, la transformation de la production, le développement technologique et la fragmentation du travail. Et ce qui ni le volontarisme libéral, ni l'instrumentalisme de classe orthodoxe ne parviennent à voir, c'est que la réponse à cette crise ne peut être ni simplement plus de régulation politique, la policy, mais ni simplement plus de lutte de classe dans l'abstrait. Elle exige de réfléchir au rapport entre les deux, au rôle de l'État modifié par les conditions de la mondialisation et à l'identification des nouveaux espaces de transformation structurelle avant que l'équilibre ne bascule encore davantage. Dans les deux derniers cours, j'ai soutenu que les structures se reproduisent à travers la conformité continue des agents qui occupent les positions qu'elles génèrent. Lorsque cette conformité devient suffisamment incertaine, lorsque l'aliénation produite par la domination structurelle se répand assez largement, elle devient compréhensible pour que même ceux qui sont censés maintenir les règles structurelles commencent à en questionner la validité. Les conditions de la transformation structurelle sont créées. C'est le phénomène de la crise, c'est cette aliénation perçue par tous. Les structures commencent à se fissurer lorsque les interprétations dominantes de la finalité des institutions politiques ne parviennent plus à capter les préoccupations et les engagements des agents qui les soutiennent. Ce n'est pas une garantie de succès, mais c'est le début, c'est une condition de sa possibilité. Et alors, il est tentant de pousser cet argument dans les deux directions qui correspondent aux conceptions fausses de l'État que j'ai identifiées. La première tentation, celle des volontaristes libéraux, est de traiter le symptôme de la crise comme suffisant pour la transformation. Croire que le mécontentement généralisé envers les arrangements structurels génère automatiquement l'action politique requise pour la changer. L'aliénation ouvre un espace de résistance, mais elle ne le remplit pas. La seconde tentation est l'inverse. Elle consiste à traiter les conditions structurelles de la domination comme tellement complètes que l'action politique adaptée devient impossible. Mais cette position repose sur une incompréhension de ce que montre l'analyse de la domination structurelle. Les contraintes structurelles sont réelles et leur poids ne doit pas être minimisé. Cependant, elles ne sont pas absolues. Même si les conditions structurelles entravent l'exercice du jugement indépendant et ferment la reconnaissance d'autrui, elles ne peuvent pas éliminer la capacité d'action morale qui rend ces entraves reconnaissables comme des entraves en premier lieu. Et c'est là le rôle de la critique morale de la société. L'aliénation du dominateur-dominé, le fossé entre ce qu'il sait qu'il devrait faire et ce que la structure permet, en est la preuve. Et tout au long de l'histoire, cette évidence fait partie d'un processus d'apprentissage dont les luttes qui ont déplacé l'équilibre des forces de classe
dans les moments d'équilibre qui ont créé de véritables ouvertures politiques, dans l'action collective organisée qui a produit des changements réels dans les conditions dans lesquelles les gens vivent et agissent. Alors, pour conclure pour ce soir, la théorie du socialisme moral que je développe est ancrée dans la conception de la liberté comme action morale qui articule les maximes des Lumières, et la critique du capitalisme qui en découle n'est pas principalement une critique des résultats distributifs ou des intérêts d'une classe particulière. C'est une critique des arrangements qui empêchent systématiquement les conditions de l'action morale de se réaliser. Et c'est important pour l'analyse du droit et de l'État parce que cela explique pourquoi la politique de la transformation structurelle ne peut pas être fondée exclusivement sur les intérêts structurels d'une classe ou d'une autre. Les intérêts sont divisibles, négociables et sujets à la fragmentation que les systèmes compétitifs génèrent structurellement et continuellement, ce qui soutient la solidarité à travers cette division, ce qui permet aux gens d'agir ensemble dans la poursuite d'une transformation qui ne bénéficiera pas à tous également ni immédiatement, n'est pas la reconnaissance des intérêts partagés, mais un engagement moral partagé. La solidarité que requiert la transformation structurelle n'est pas la solidarité seule de ceux qui partagent les mêmes intérêts matériels à un moment donné, c'est la solidarité de ceux qui reconnaissent que la liberté de chacun est liée aux conditions de l'exercice de la liberté de tous. Sans cette dimension morale de la critique du capitalisme, la politique de classe devient une politique de faction. Elle devient susceptible d'être déplacée, manipulée et d'être soumise au type de fermeture autoritaire qui promet de protéger les intérêts de certains au détriment de la liberté des autres. Alors, le projet du socialisme moral se sépare du volontarisme moral et de l'instrumentalisme de classe, précisément par le fait d'insister sur la dimension morale et structurelle de la critique qui ne peuvent pas être séparées. La structure à 3 niveaux de l'argument, maxime des Lumières, formule des actions morales, principe du droit, génère des exigences politiques que l'analyse du droit et de l'État doit traduire en termes adéquats aux conditions réelles de la domination structurelle. Et dans cette optique, l'État devient un terrain de contestation politique parce que les principes moraux qu'articule la théorie du droit génèrent des obligations qui ne peuvent pas être satisfaites par des individus agissant seuls, sans institutions partagées capables d'exprimer et de faire respecter les conditions de l'égale liberté. La question est de savoir si les normes juridiques spécifiques d'une société donnée incarnent les principes de liberté, d'égalité et d'indépendance qui demandent la triple évolution, ou si elles incarnent leur déni systématique. L'analyse de la domination structurelle montre que les institutions juridiques capitalistes échouent à cet exercice, non pas au niveau de leur prétention fondatrice à l'universalité, qu'elles partagent avec tout ordre juridique au niveau normatif, alors on retourne à la fonction normative du droit, mais au niveau de leur contenu positif, qui concentre systématiquement les ressources productives et l'autorité politique d'une manière qui réplique la domination de classe. Alors, si l'État est un terrain de contestation plutôt qu'un instrument fixe de domination de classe, comment les institutions peuvent-elles être réformées pour soumettre ce contenu à une véritable autolégislation collective? C'est la question de la démocratie et du marché avec laquelle je vous laisse et que je vais aborder la prochaine fois. Merci et bonne semaine.